bienvenue dans True Social TV, l'émission qui met des couleurs au S de la RSE. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Marc Sabatier. Marc, tu es CIO et fondateur de Juliet Sterwen. Bonjour, exactement. Et merci beaucoup d'être là. J'ai tellement de questions parce que tu as un modèle d'organisation que j'espère on va arriver à partager avec les personnes qui nous écoutent, puisque tu as bâti cette société, Juliet Sterwen, progressivement dans le temps. Il n'y a pas de manager. Et il y a 500 collaborateurs et collaboratrices à peu près. C'est ça. En fait, sur les chiffres, c'est ça. Comment c'est possible? C'est possible. En fait, je vais préciser un petit peu les choses. Il n'y a pas de manager. Il y a des managers. Et c'est surtout que la fonction de management, chez nous, dans notre modèle, se retrouve être dispersée, diffuse sur plusieurs personnes pour un individu donné. Que ce soit un consultant ou quelqu'un qui n'est pas consultant, parce qu'il n'y a pas que des consultants chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, ça veut dire que déjà, on a une organisation dont on a fait le choix qu'elle soit centrée sur les collaborateurs. Ça part de là. Très important comme choix, d'être centré sur les collaborateurs. Parce que d'être centré sur les collaborateurs, ça vous... D'emblée, vous ne serez pas centré sur les clients. Oui, en général, on dit plutôt on est client-centric que people-centric quand même. Hein. Eh bien oui. Ouais. Mais je voudrais rappeler à tous ceux qui nous écoutent qu'en CP, ils ont appris qu'on ne pouvait pas être centré sur deux trucs à la fois. Ouais. Donc nous, on est centré sur les collaborateurs. Pourquoi c'est important? Et pourquoi c'est encore plus important dans notre métier? On fait du conseil, Juliet Sterwen, c'est du conseil en stratégie, en transformation, en innovation. Ce sont des prestations intellectuelles, c'est-à-dire qu'on vient apporter nos réflexions, nos échanges, notre dynamique collective, en fait, à nos clients, quels qu'ils soient. Très bien. Donc on voit bien dans ce que je viens de décrire que l'humain est excessivement important. On vient exclusivement apporter de l'humain, avec son cerveau, sa posture et sa capacité à mettre en mouvement nos clients. Donc déjà, on voit que le collaborateur est très important dans notre métier. Voilà. Et ensuite, on a une conviction, c'est que quand des collaborateurs sont épanouis, qu'on a un collectif qui fabrique de la richesse intellectuelle, eh bien, nos clients en bénéficient. Voilà. Et nous, moi je dis toujours qu'on a deux marchés. On a nos clients, je viens d'en parler, et puis il y a aussi tous les talents en fait dont on a très envie qu'ils nous rejoignent. Parce que, par définition, plus on aura de talent, plus on sera bon chez nos clients. Voilà, donc on voit se dessiner en fait la nécessité d'être centré sur les collaborateurs. Et comme on est centré sur les collaborateurs, on a une organisation en fait où, en interne, et tu le disais, on est 500 collaborateurs, donc c'est une vraie entreprise, on n'est pas que 5. Hein. On a fait le choix également que... les collaborateurs soient vraiment responsables, soient vraiment autonomes. Il y a trois mots qui sont importants chez nous, c'est bon sens, confiance, simplicité. Et tous, on les assume à 100%. On a poussé les potentiomètres au maximum sur ces trois sujets-là, sur ces trois thématiques-là. Et du coup, chaque collaborateur se retrouve libre de ses mouvements. On a chez nous une ambition. On a 5 rôles. Chacun d'entre nous a un rôle parfois, 2 rôles parfois, 3 rôles parfois. Certains privilégiés, je ne sais pas si c'est le cas qu'ils soient privilégiés, ont 4 rôles. Personne ne peut en avoir 5 parce qu'on a une règle du jeu qui dit que ce rôle-là et ce rôle-là, on ne peut pas les avoir en même temps. C'est quoi les exemples c'est quoi les 4 rôles qu'on peut avoir quand on en a le maximum? Voilà, merci pour la perche. Par exemple, on a un rôle de leader de communauté. Un leader d'une communauté, nous, à nos clients, on apporte de l'expertise. Donc il faut aussi que nos collaborateurs ils se retrouvent entre eux dans une dynamique collective pour faire avancer les compétences et les expertises du cabinet sur un sujet un peu vertical. Prenons l'exemple de l'excellence opérationnelle ou du leadership et du management. Ce sont des communautés. Toutes les personnes qui ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice en fait, sur le développement de notre expertise, notre légitimité sur le marché, notre recherche, notre prospective sur le sujet vont se retrouver entre elles. C'est indispensable, on a besoin de ça, de se retrouver entre personnes qui sont passionnées, amoureux des mêmes sujets. Et je viens de décrire que c'était le collaborateur qui choisissait de rejoindre une communauté. Voilà. Donc on a un rôle qui est le leader de communauté, qui est une personne qui finalement hérite d'un collectif, qui a choisi d'adhérer à cette communauté. C'est pas lui qui va choisir les consultants qui vont adhérer à cette communauté, c'est bien le consultant qui va choisir d'y adhérer. Et avec cette communauté, il va organiser avec toutes ces différentes personnes les choses de façon à ce que les expertises et les compétences des consultants et de Juliet Sterwen se développent. Mais c'est bien le consultant qui va choisir sur quoi il va faire porter son énergie, et ce faisant, en choisissant par exemple comme
expertises auxquelles il veut contribuer, le leadership et le management et l'excellence opérationnelle, il va en même temps nous dire, en creux, que les missions qui l'intéressent, les missions sur lesquelles il aimerait bien être affecté, sont des missions plutôt en lien avec l'efficacité opérationnelle et le leadership et le management. Alors, du coup, pardon du côté trivial de ma question, mais comment on fixe une rémunération? Comment on fixe un objectif individuel ou collectif? Comment on évalue la performance d'un collaborateur dans une organisation qui fonctionne tel que tu le décris, c'est-à-dire sans système de management? Alors, on a la chance d'avoir un métier qui est relativement simple. Chez Julius Serwen et dans tous les cabinets de conseil, il n'y a pas de poste en particulier. On vient et on apporte son expertise et sa capacité à faire bouger les choses, bouger les lignes chez un client. Chez nous, même s'il n'y a pas de hiérarchie au quotidien, mais donc une ambition synchro les 34 règles du jeu, parce qu'il y a 34 règles du jeu, malgré tout, chacun d'entre nous avons des niveaux d'expérience. Et les consultants, d'ailleurs, on demande que ces choses-là soient bien codifiées. Donc, on a des grades, comme dans tous les cabinets de conseil. Donc, on va trouver des seniors consultants, des managers, des seniors managers, des directeurs, des partenaires. En fait, qui permet de matérialiser, caractériser un niveau d'expérience, une légitimité, des heures de vol sur ce métier. Bon. Et à ta question, et donc comment, un salaire. Et donc un range de salaire, et donc des natures d'objectifs qui vont tourner autour aussi bien de la gestion d'une mission, que du développement du business, que du développement des expertises individuelles, que des développements des expertises collectives de Julius Sterwen. Donc finalement, les objectifs sont relativement communs jusqu'à un niveau, on va dire, de partenaire, où on différencie beaucoup plus, en fonction de leur spécialité et de leur rôle, leurs objectifs. Qu'est-ce qui va différencier cette organisation, j'ose pas dire modèle, d'une entreprise dite libérée? Alors, en fait, la réponse est dans la question. L'entreprise libérée est un modèle. C'est un très bon modèle pour les entreprises qui se sont organisées selon le modèle de l'entreprise libérée. Il y a un deuxième modèle que tu pourrais évoquer, c'est l'holacratie. L'holacratie, il y a des bouquins qui sont sortis là-dessus, c'est très bien, mais ça fonctionne pour les entreprises qui peuvent s'organiser selon le modèle de l'holacratie. Ce en quoi on croit, nous, d'ailleurs pour nous comme pour nos clients, puisque ces sujets d'agilité de l'organisation, on aide nos clients à y réfléchir et à basculer dans ces nouveaux modes de fonctionnement, modes d'organisation. On ne pense pas, nous, que les modèles, qu'un modèle, que ce soit l'entreprise libérée, l'holacratie ou tout autre modèle, puisse être plaqué sur une entreprise. La conviction qu'on a, c'est que toute entreprise peut trouver, en s'inspirant peut-être de l'entreprise libérée, en s'inspirant peut-être de l'holacratie, ou bien des modèles d'agilité qu'on peut trouver par ailleurs en ce moment sur le marché. Ce sont ces modèles qui t'ont inspiré pour créer l'organisation de Julius Sterwen? En fait, disons que certains aspects de ces modèles nous ont inspirés sur certains aspects de notre organisation. Je donne un exemple. Dans l'holacratie, il y a un mot qui est extrêmement important et que je trouve fantastique. Et tu vas voir qu'il colle bien en fait à l'organisation sans manager, sans management, si, avec du management, mais réparti sur plusieurs personnes, qu'on a évoqué au début de notre échange, c'est la redevabilité. Puisque une personne chez nous n'a pas un manager pour lequel il travaille, qu'il évalue et qu'il augmente, puisque chaque personne chez nous est évaluée par une multitude de personnes. Ce que tu décrivais comme une insulte à la responsabilité. Une insulte à la responsabilité, c'est faire un one-to-one avec quelqu'un, c'est-à-dire lui dire tu es responsable, mais c'est le principe de Dilbert, il faut s'en souvenir, mais on fait un point tous les jours jusqu'à ce que ça fonctionne. Voilà. Oui, non. Quand on est autonome, quand on est responsable, on avance sur ces sujets, et quand on a besoin de quelqu'un, on va chercher la personne pertinente qui va vous faire avancer. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va vous demander tous les jours où est-ce que vous en êtes. Voilà. Je pense que c'est du temps perdu pour tout le monde. Mais pour revenir, pour revenir à ta question, le mot redevabilité, en fait, qui est très mis en avant dans l'holacratie, est très intéressant parce que dans notre modèle où effectivement il n'y a pas un management direct systématique pour une personne, finalement, ce qu'on fait pour Julius Sterwen, nos actions au quotidien, elles sont pas pour notre manager. Elles sont pour la collectivité. En fait, tout ce qu'on fait avancer la collectivité. Et donc, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on est redevable de ce qu'on fait par rapport à la collectivité. Ça, on l'a emprunté à l'holacratie, par exemple. Et est-ce que c'est un j'ose pas dire le mot modèle, du coup, je sais pas comment... est-ce que c'est un système que tu
que tu recommandes à des clients? Est-ce qu'il y a des clients qui t'ont déjà dit, mais c'est fantastique, Marc, la façon dont vous fonctionnez, est-ce qu'on pourrait l'installer chez moi? Est-ce que tu recommandes ton organisation à d'autres entreprises? Et du coup, est-ce qu'elle convient à d'autres types d'activités que celui du conseil, puisque finalement c'est assez particulier, on est sur Bien sûr. de l'intelligence et de l'humain pur, mais quand on fabrique un produit, un service, est-ce qu'on peut rentrer dans cette organisation? Alors c'est une super question. Premier élément de réponse, oui, ça se sait qu'on est organisé de cette façon-là, et puis ça se sait qu'on croit avec cette organisation et un modèle d'organisation. Ouais, parce qu'avec plutôt une très grosse croissance par an quand même. Oui, plutôt on a une croissance interne. Ouais. Voilà, on a une croissance Ouais. interne très importante. Donc en fait, on s'aperçoit aussi que cette organisation, elle est à l'épreuve de la croissance, à l'épreuve de la déformation des marchés, à l'épreuve de l'évolution des besoins de nos clients. Et c'est ça qui est un peu magique dans cette Et des organisation. crises, accessoirement. Accessoirement de quelques crises, oui, Ouais. effectivement, on en a connu pas mal. Donc oui, on nous a demandé très souvent, on nous demande encore, et c'est assez curieux pour un cabinet de conseil, parce qu'en général on a des organisations qui sont assez traditionnelles, avec un partenaire qui a 12 consultants, qui tient une expertise, des clients, etc. Nous, tout est partagé, hein. Donc on nous demande souvent d'expliquer pourquoi est-ce qu'on s'est organisé différemment, pourquoi on a fait ces choix d'organisation, comment ça fonctionne aujourd'hui, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, parce qu'il y a aussi peut-être des travers, hein, et bien entendu qu'il y a des travers. Donc oui, on nous demande, et moi je fais souvent effectivement des retours d'expérience assez cash sur pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait, quels sont les marqueurs de notre organisation aujourd'hui, et puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas tout à fait bien à mes yeux. Bon. Après, est-ce que je recommande notre organisation pour d'autres? En aucun cas. En aucun cas. À nouveau, ce que je recommande aux dirigeants d'entreprise, aux organisations quelles qu'elles soient, grosses, petites, etc., c'est d'accepter de réfléchir à une autre forme d'organisation que les organisations traditionnelles. Alors je vais faire un diagnostic pas très reluisant, mais très très structuré autour des statuts. Le statut, c'est un poison lent dans l'entreprise. Hein. Très structuré autour des statuts, très structuré autour de la comitologie. La comitologie, souvent, ça prend des décisions à la place des managers. Et après, on demande au manager, tu es responsable. Mais on lui demande de participer à un comité qui va décider à sa place. Et puis on sait qu'il y en a 3 qui vont être d'accord, 3 qui vont pas être d'accord, 3 qui vont rien dire. Est-ce qu'on a pris une décision là-dedans? Et on va dire au manager, alors tu avances ou pas? Ben oui, mais non. On a des organisations qui sont un peu autobloquantes hein, d'un point de vue avancé, prise de décision, etc. Et on a aussi des organisations traditionnelles qui... bien souvent, génèrent des grands messages, des grandes incantations, ce qu'on appelle les injonctions paradoxales. Demain, tu es orienté client, après-demain, tu innoves, lundi prochain, tu as le droit à l'erreur. Rien n'a changé dans mon cadre organisationnel, rien n'a changé dans la culture de mon entreprise. Mon manager n'a pas changé. En quoi ces choses-là sont possibles, si ce n'est juste de les dire? Donc ça ne marche pas, ça désengage les gens, ça crée de la désillusion, ça les fait partir, donc ça crée des problèmes de santé mentale. Donc il faut mettre sur la table le fait que, oui, on peut repartir d'une page blanche en se dégageant un petit peu des codes des organisations traditionnelles. Et de ses propres biais. Et de ses propres la question, biais. c'est qu'est-ce qui empêche finalement... Exactement. La question que je te pose, c'est quoi ton prochain combat? Qu'est-ce que tu aimerais réussir dans ces changements organisationnels? En fait, tu as mis le doigt dessus. Le problème avec ces choses-là, c'est pas tant de trouver la bonne organisation, mais c'est trouver une organisation qui résiste à nos biais. Parce qu'en réalité, moi je dis souvent pour notre organisation, qui encore une fois n'a pas changé depuis bien longtemps, qu'on ne change plus, parce qu'elle est à l'épreuve de la croissance et de l'évolution du marché. En revanche, est-ce qu'elle fonctionne parfaitement? Non. Elle ne fonctionne pas parfaitement. Alors elle est parfaite, puisqu'elle ne bouge plus. Elle ne fonctionne pas parfaitement. Pourquoi? À cause de nous. À cause de nous, à cause de moi, à cause de chacun d'entre nous, parce qu'on a tous des biais. Et ce sont ces biais qui nous écartent en fait du droit chemin, de l'esprit dans lequel on a défini cette organisation, du respect de ces règles du jeu, de bien séance, de bien fonctionner ensemble, de bien vivre ensemble, parce que c'est comme ça, parce qu'on est comme on est. Donc en fait, cette organisation, elle fonctionnera parfaitement quand on aura corrigé nos biais. Ça, ce sera possible on les corrige à l'infini. De façon définitive, mais elles reviennent systématiquement. On le sait très bien. C'est quoi un exemple de biais de quelqu'un chez Julius Sterwan qui du coup empêcherait l'organisation de fonctionner parfaitement? Il y a quelque chose alors, qui est très répandu dans le monde du conseil et qui est évidemment très répandu dans le monde de Julius Sterwan, et moi j'ai certainement ce biais également. C'est par exemple le fait de réussir les choses seuls. Souvent les gens croient qu'en faisant les choses seuls et en les réussissant, en prenant le risque de les faire seuls et en pensant qu'elles vont les réussir, si elles les réussissent, il y a beaucoup plus de gloire qu'à les faire collectivement.
Eh bien, quand on fait les choses seul, souvent, on est un peu orthogonal avec un certain nombre de règles du jeu. Et puis surtout, on prend des risques assez importants. Et puis, on se prive en fait de la diversité des points de vue que peuvent avoir d'autres personnes qui vont à la fois sécuriser et apporter beaucoup de valeur dans ce qu'on fait. Ça, c'est quelque chose qui est très répandu pour tout le monde en réalité. Pour moi, le premier, certainement. Et puis dans cette idée du collectif, de manière très concrète, moi j'étais aussi euh, surpris, admiratif. En tout cas, ton capital, donc un quart appartient à tes salariés, C'est ça? voire peut-être plus dans les années qui viennent. Absolument. Quelle est ta vision de la propriété de Julie Sterwen? Alors, quand on se dit centré collaborateur, et quand on s'affiche avec une baseline consulting for good, c'est difficile d'aller à l'encontre du partage de la valeur. Mais le vrai partage de la valeur, le partage de valeur, c'est pas que les bonus, le partage de la valeur. La vraie richesse dans les entreprises, elle se crée sur le capital. Je pense que tout le monde le sait, hein, tout le monde le sait. Donc nous, depuis très longtemps, enfin depuis quasiment l'origine, on fait en sorte que nos collaborateurs, qui soient partenaires, parce qu'à nouveau, dans les modèles de cabinet, en général, le capital est détenu par les partenaires. Nous, pas du tout. Il est détenu par les partenaires et bien d'autres collaborateurs, des collaborateurs qui ont finalement parfois peu d'expérience, mais qui ont démontré leur engagement, leur fidélité. Et donc, on fait en sorte, par des programmes qui leur permettent à la fois d'investir à des conditions préférentielles, et puis qui leur permettent en plus d'avoir encore plus de capital pour que ce soit, qu'il y ait un vrai impact patrimonial pour elles, parce qu'on pourrait distribuer 4 euros. Mais il faut que ça ait un impact patrimonial pour que le partage de valeur ait vraiment une valeur. Et mon associé historique et moi, chaque année, depuis 5 ans, et ça continue, ça se poursuit, on prend une partie des actions qu'on détient et on les donne gratuitement en fait, à un certain nombre de collaborateurs. Ce qui fait croître en fait, notre base de collaborateurs actionnaires. Plus elle est grande, mieux on se porte. Parce que plus elle est grande, plus la valeur est partagée. Plus la valeur est partagée, plus on a des gens qui sont engagés, qui savent pourquoi ils travaillent et qui trouvent, j'espère, c'est pas à moi de le dire, mais j'espère qu'il y a une cohérence, une congruence en fait entre ce qu'on dit sur le consulting for good, ce qu'on dit sur le centrage collaborateur, ces convictions qu'on a au trip là-dessus, et puis ce qu'on fait dans les actes, et en particulier sur le partage de la valeur. Parce qu'évidemment, pas que ça. Oui, et puis en plus avec un résultat, c'est que 60% des gens que tu recrutes sont cooptés par tes collaborateurs. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Quand on est centré collaborateur et qu'on respecte, on s'efforce de respecter cette cohérence entre les actes et la parole, ben ça donne des résultats. Effectivement, cet indicateur-là que tu donnes là, c'est peut-être notre plus bel indicateur, au-delà de notre chiffre d'affaires, de notre croissance, de notre rentabilité. On recrute l'année dernière 130, l'année d'avant 130, cette année 150 collaborateurs. Sur les 150 collaborateurs, comme tu l'as dit, 60% d'entre eux ont été cooptés par des gens de chez nous. C'est un signal incroyable. C'est un signal incroyable. Marc, merci 1000 fois d'avoir partagé tout ce que tu vis et ce que tu as fabriqué. Merci infiniment. Bonne journée. Bonne journée.